Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Alexandra Mathiolon. Vous êtes la présidente directrice générale du groupe Serfim, fleuron de l'industrie régionale, Cocorico, on aime bien le dire, ici au Café des Lyonnes. Et ce matin, je vous accueille pour ce magnifique Café des Lyonnes dans les locaux de l'Académie à l'Intercontinental à Lyon. On va parler de votre parcours, on va parler de la place des femmes dans votre secteur d'activité. Mais d'abord, Alexandra, première question, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée et pour vous, ça veut dire quoi l'engagement ? Bien déjà, merci de me recevoir. C'est un vrai plaisir d'être là et justement de parler de l'engagement. Effectivement, je me définis comme quelqu'un d'engagé. Je l'assume avec plaisir. Déjà engagé sur l'enjeu prioritaire dans mon entreprise qui est la sécurité, la prévention sur les chantiers au service du coup des 2800 collaborateurs et collaboratrices de Serfim, mais aussi de notre personnel intérimaire et puis aussi de toutes les parties prenantes engagées autour de nos chantiers. Et puis aussi très engagée sur la question environnementale que je lie évidemment au premier sujet pour moi parce qu'en fait, mon engagement il est finalement profondément tourné vers l'humain et quand on est engagé au service de la transition environnementale, on est engagé au service de l'humain sur le long terme, mais aussi le moyen terme, voire le court terme, quand on voit les enjeux climatiques. Et donc, du coup, un engagement tourné profondément sur ce sujet-là, que j'ai nourri au fil de ma vie et de ma carrière, et puis que j'essaye d'emmener profondément au sein de l'entreprise, évidemment en réduisant notre impact environnemental dans la façon dont on fait nos métiers, mais aussi beaucoup au service du sens de nos métiers. Et on travaille aujourd'hui en lien avec notre raison d'être que nous avons définie, de contribuer à améliorer la qualité de vie en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. Un certain nombre de missions que sont préserver la ressource en eau, accélérer la transition énergétique, limiter l'épuisement des matières premières, régénérer la biodiversité, adapter la résilience de nos infrastructures aux aléas climatiques par exemple, et puis optimiser la technologie au service de ces transitions. Et pour moi, cet engagement finalement, il se traduit avant tout profondément dans la manière dont on fait nos choix au sein de l'entreprise, en se disant pour chaque décision, chaque chantier qu'on va choisir, est-ce qu'on prend la bonne décision est-ce que cette décision va dans le bon sens? Est-ce qu'on prend la bonne décision pour nos enfants? Et évidemment, je pense qu'on doit aussi se poser la question dans notre vie personnelle. Et alors, vous êtes une jeune dirigeante d'entreprise, vous avez repris le flambeau de votre papa, qui était dirigeant avant vous. Comment vous percevez cette question de la place des femmes? Parce que vous êtes dans un secteur d'activité qui est quand même traditionnellement plutôt masculin, est-ce que ça a été un frein pour vous d'accéder à ce poste en tant que femme ou finalement la difficulté c'est de s'approprier les codes d'un secteur d'activité, d'un métier et de venir y insuffler sa patte? Alors pour moi, ça n'a pas du tout été un frein et je pense qu'aussi, j'ai aussi malgré tout baigné dedans, grandi en lien avec ce secteur d'activité. Mais plus largement, je pense que déjà, j'ai grandi dans une famille qui m'a vraiment profondément donné confiance en moi, qui m'a déjà posé aucune limite en matière de ce que je souhaitais faire. Je pense que j'ai voulu faire des choses extrêmement variées étant jeune, à différents âges, d'architecte à pilote de ligne, à astronaute, à un moment journaliste, voilà, des choses extrêmement variées. Ça, c'était vos rêves de petite fille? Vous vouliez faire ça? Voilà, c'était c'est vrai que ça allait un petit peu dans tous les sens, dans ce que je vous disais, mais je pense que j'avais cette curiosité très importante. Je pense que j'ai aussi été poussée familialement à se donner, à être toujours sérieuse, rigoureuse, effectivement, à pas trop louper l'école et être vraiment au maximum présente et engagée. Et nous, on est 3 filles au sein de la famille, donc je pense que ça nous a aussi énormément nourries. Cette volonté, cet engagement aussi sur des choses extrêmement variées. Donc déjà, pour moi, c'était déjà évidemment la dimension familiale. Après, au cours de mon parcours, on va dire, académique, en prépa, je pense qu'on fait que travailler. Ça n'a pas vraiment été un sujet pour moi. Après, effectivement, aux mines de Saint-Étienne, on se retrouve dans une promotion, comme souvent dans les écoles d'ingénieurs, même si ça doit s'améliorer probablement un peu doucement. Je n'ai pas vérifié les dernières statistiques, donc on devait être à un peu moins de 25% de femmes au sein de, voire 20, je pense, au sein de l'école des mines, dans des promotions qui sont relativement petites. Donc, il faut quand même s'assumer, avoir confiance en soi, pour savoir prendre un peu la parole. Donc, pour moi, ça n'a été pas un sujet, mais on voyait quand même que, il y avait quand même malgré tout déjà des biens en conscience sur ce que pouvaient faire des femmes ou autres. Et du coup, il fallait
effectivement toujours se poser la question et aller là où on a envie d'aller. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai voulu vraiment m'engager sur la question environnementale. Puis cet engagement s'est nourri et je suis partie en double diplôme à l'Imperial College à Londres et puis après chez McKinsey où là j'ai été vraiment dans des contextes on va dire très anglo-saxons avec je pense une culture sur les biens conscients assez différente de la France, donc voilà, avec peut-être plus de règles, à tort ou à raison, parce que certaines pouvaient peut-être être très poussées, mais voilà, un environnement très international, une diversité assez incroyable. Mais du coup, ce que vous voulez nous dire, c'est quoi? C'est qu'il y avait moins de différence entre les hommes et les femmes? C'était quoi en tout cas, je voyais vraiment pas, moi, de différence. Je pense plus de conscience de ces biais inconscients, notamment chez McKinsey. Et moi, dans les profils qui m'ont marqué, notamment dans ma vie professionnelle, il y a eu vraiment des hommes et des femmes. Il y a ma chef principalement quand j'étais chez McKinsey, qui était une femme, Kimberly Anderson, une américaine, top. Et voilà, et c'est vrai qu'elle m'a marquée par son engagement, sa confiance. En tout cas, moi, je ne voyais pas vraiment de différence. Et puis après, évidemment, je suis rentrée dans l'entreprise familiale où honnêtement, je pense que j'ai eu un accueil assez incroyable, très positif. Je pense qu'une vraie envie collective aussi de perdurer ce modèle d'entreprise indépendante, parce qu'on reste à 100% indépendant avec un actionnariat qui est familial et managérial au sein de l'entreprise Serfim. Et voilà, j'ai commencé pendant 2 ans dans le groupe aux côtés de Sébastien Bonnet, qui dirige l'activité énergie. Et auprès de lui et auprès de l'ensemble des équipes, j'ai vraiment eu un accueil très, très positif. Et puis après aussi, en passant à la direction générale, pareil, on va dire que j'ai eu une intro dans ce monde des travaux publics, en plus de la dimension que je connaissais déjà à titre personnel. Puis j'avais fait 1 ou 2 jobs quand j'étais plus jeune au sein de l'entreprise familiale, qui étaient quand même vraiment très bons. Après, il a fallu effectivement assumer aussi certaines choses. L'exemple c'était pas trop difficile de faire ses preuves parce que, je veux dire, vous êtes une jeune femme, vous arrivez, vous reprenez une entreprise qui était avant à votre papa. Donc, je veux dire, il y a quand même ce sentiment aussi de devoir prouver que vous êtes au bon endroit. Alors, moi, je suis arrivée assez sereine, évidemment, en me disant déjà, première chose, je ne vais pas commencer à douter tout le temps. Donc, je me suis un peu donné les dates anniversaires où je me dirais, je douterais peut-être au bout de 2 ans, mais je m'étais dit, pendant un moment, tu ne doutes pas. D'accord. Ça, c'est, je pense, une technique aussi, parce que sinon, on peut être amené à douter trop souvent. Oui. Je me dis, évidemment, il ne faut pas complètement jamais douter, sinon c'est mauvais. Mais par contre, se douter, je pense, au bon moment et pas de manière trop, on va dire, régulière. Et puis après, effectivement, voilà, on va dire très pratico-pratique, mais la contrainte, on va dire, l'enjeu principal que j'ai eu aussi, c'était j'ai fait mes 2 bébés en arrivant assez rapidement au sein de l'entreprise familiale. Oui, j'ai eu, voilà, effectivement, je suis arrivée en début 2018 et ma fille est née en juillet 2021 et mon fils en juillet 2019 et mon fils en mars 2021. Donc vraiment, voilà, c'était au début. C'était le moment. Mais voilà, c'était le bon moment pour, je pense que c'est déjà assez compliqué de se mettre d'accord à 2. Je pense que si on commence à prendre tous les autres aspects, trop de paramètres, on ne va jamais faire de bébé. Donc là, c'était le bon moment pour nous. Voilà, il a fallu assumer. J'ai essayé de prendre évidemment quand même des congés maternité raisonnables. Pas les plus longs, évidemment, mais quand même raisonnables pour quand même profiter de son bébé, être là et pour soi aussi, de son maman, et puis aussi pouvoir se poser. Et puis après, voilà, même avec des choses très pratiques comme l'allaitement, où j'ai souhaité allaiter pendant 6 mois, avec les contraintes de reprendre le travail quand même relativement rapidement. Donc, du coup, je tirais mon lait. Donc, il fallait dire, voilà, on va devoir faire une pause à ce moment-là parce que j'ai besoin de tirer mon lait. Donc, l'assumer avec sérénité, simplicité, avec beaucoup de transparence. Mais moi, effectivement, en termes, j'avais l'impression d'apporter mon expérience, qui est certes aussi une jeunesse, avec une expérience qui était peut-être un peu moins terrain, mais j'apporte aussi la longévité dans la vision stratégique pour l'entreprise. Et je pense, et je sais que ça tient aussi à nos équipes, pour lesquelles cette longévité, ce temps long, est extrêmement parlant. Oui, vous avez donné l'exemple en quelque sorte, mais tout le monde a dû vous regarder avec des yeux des billes, non? Alors, je ne pense pas plus que ça. Je pense que c'était assez naturel. Et puis après, oui, on a quelques échanges. On a la chance au sein de Serfim
d'avoir des femmes dirigeantes aussi de filiales qui ont grandi dans l'entreprise ou qui ont été recrutées plus récemment, mais en tout cas qui ont eu leur parcours, leur vie personnelle et avec qui on échangeait. Je pense qu'elles étaient fières en tout cas de voir que aussi certaines étaient un petit peu plus âgées, d'autres plus jeunes, et puis de se dire qu'on peut avoir une vie pro très développée, perso, et en tout cas moi c'est aussi des profils de femmes qui me rendent aussi très fière. En plus évidemment des femmes qu'on réussit aussi à avoir sur le terrain. Alors on a aussi beaucoup de femmes dans les bureaux et c'est aussi une vraie fierté parce qu'on arrive à 15% de femmes chez Serfim. Ça paraît pas incroyable, mais nous on a quand même évolué de plus 60% en 4 ans, donc on est fiers malgré tout de cette évolution. Après évidemment pour moi la mixité, la diversité, la richesse de cette mixité, de cette diversité, elle arrive plutôt quand on arrive à au moins, on se rapproche des 30%, donc on en est encore un petit peu loin, mais on voit que la dynamique, elle est bonne et qu'on arrive à faire comprendre et à faire découvrir nos métiers, même s'il y a encore un gros travail pour les faire découvrir dès le plus jeune âge, et finalement montrer aux petites filles, même des fois très jeunes, de ne pas avoir des biais sur des métiers, des secteurs d'activité spécifiques, et ça, c'est un gros travail de fond par nos interventions, les stages, les interventions auprès des collèges, et puis aussi l'alternance pour tester un métier aussi pour les femmes. Ça veut dire que c'est quand même un sujet pour vous, une préoccupation, parce que vous êtes jeune dirigeante, vous reprenez un gros groupe, j'imagine qu'il y a 1001 chantiers, des enjeux colossaux, mais malgré tout, c'est quand même une préoccupation, cette notion d'essayer d'attirer plus de femmes, de féminiser ou de mieux accueillir les femmes dans ces métiers ? Alors oui, évidemment, comme vous le disiez, c'est vraiment quelque chose qui est effectivement autour de plein d'autres engagements, mais ce que j'aime à dire, c'est que souvent, un engagement en sert un autre. Et par exemple, quand on travaille le sujet de la sécurité et de la prévention sur les chantiers, on va travailler l'enjeu de la pénibilité sur nos chantiers, sur certains postes. Et du coup, on va probablement rendre plus accessibles nos métiers, en fait, au plus grand nombre. De la même façon que quand on a l'impression de servir en soi la mixité en travaillant des enjeux comme la parentalité, et bien évidemment, on sert aussi aux hommes qui ont aussi envie d'être très présents auprès de leur famille aujourd'hui, et bien heureusement, même s'il y a aussi des gens de notre génération qui ont été aussi très présents, bien sûr, mais en tout cas, et je pense que cette sujet, en fait, finalement, d'avoir des engagements de manière globale et comment tout se sert, je trouve que c'est extrêmement vertueux. Au sein de l'entreprise. Et puis au même titre que travailler pour moi la question environnementale, qui est quand même extrêmement présent dans mes engagements, peut me permettre finalement indirectement de servir à la féminisation de nos métiers, parce qu'aujourd'hui, on a plus de femmes dans nos métiers, par exemple, de dépollution des sols, de traitement des eaux, de recyclage, que les métiers plus traditionnels, travaux publics. Donc en montrant comment ces métiers, on va dire plus traditionnels, travaux publics, se mettent au service de la transition environnementale, on va probablement aussi attirer des profils de femmes qui ont envie d'avoir de l'impact. Évidemment, des profils d'hommes aussi qui ont envie d'avoir de l'impact. Donc je pense que tout peut un peu se servir finalement. Vous avez le sentiment, en tant que dirigeant d'entreprise, d'être acteur d'une certaine manière du débat public, parce que vous parlez beaucoup d'environnement, mais donc vous le traduisez concrètement dans votre activité. Mais est-ce que vous avez vous conscientisez en quelque sorte cette façon d'être actrice du débat public? Alors oui, en tout cas, pour moi, je pose beaucoup de questions sur le niveau d'implication que je dois avoir justement sur ces, entre guillemets, à côté de l'entreprise. Et pour moi, c'est assez important d'être présente au niveau du débat public, particulièrement sur cette question environnementale, et finalement montrer qu'une forme d'entreprise différente est possible sur la transition environnementale principalement, mais aussi par là de montrer indirectement, plutôt que le sujet d'être une femme dirigeante aujourd'hui est un non-sujet, et j'en suis ravie d'en faire un non-sujet en montrant que ça se passe bien, et voilà. Donc effectivement, être présente au niveau des prises de parole pour essayer d'assurer une forme de représentativité des femmes. Donc j'essaye d'accepter au maximum ces interventions. Après, forcément, comme tout le monde, on doit faire des choix en matière d'équilibre, et c'est vrai que parfois les femmes sont très sollicitées. On en parle beaucoup, sur
sur ces prises de parole. Et c'est bien, comme vous le faites, de montrer aussi que des hommes se mobilisent sur ces sujets-là aussi, pour pas justement sursolliciter les femmes sur cette dimension-là. Mais en tout cas, je trouve qu'elles sont quand même bien représentées. On a des très beaux profils de femmes qui sont présentes dans tous les secteurs d'activité. Après, effectivement, en matière de nombre, quand on cherche les autres profils de femmes qui sont présentes sur ces métiers-là, par exemple, donc évidemment, il y en a. Je pense à Constance Gruy-Maya ou encore Cécile Mazot. Mais c'est vrai qu'on en a d'autres, évidemment, mais on n'en a pas non plus un nombre énorme. Vous en parlez entre vous quand vous vous croisez de ça, du fait de ne pas être nombreuses, ou finalement, ce n'est pas un sujet parce que le sujet, c'est le fond et c'est ce que vous avez à défendre et les arguments que vous avez à combattre ou à mener. Bien sûr, clairement, le sujet, c'est le fond en grande priorité, nos enjeux de sécurité, nos enjeux de transition environnementale. Et puis, pour revenir à Constance et Cécile que je citais juste avant, clairement, nous, on s'est retrouvés autour notamment de la Convention des entreprises pour le climat, où avec Cécile, on l'a fait au niveau national et Constance au niveau local. Et nous, on s'est d'ailleurs beaucoup mobilisés pour avoir des entreprises qui se mobilisaient sur la Convention des entreprises pour le climat, qui est une initiative qui permet de vraiment former les dirigeants sur l'enjeu environnemental et de construire une feuille de route très engageante au service de la transition au sens très large, climat, mais aussi biodiversité, eau, ressources. Et donc, en fait, finalement, on parle principalement du fond et c'est ça qui est très enrichissant. Je pense qu'on a quand même plaisir à trouver aussi d'autres personnes dans son secteur d'activité qui sont des femmes pour échanger et sur des moments spécifiques. On parlait des grossesses ou autres, mais ça peut être d'autres choses. Après, effectivement, je le vois dans mon secteur particulièrement des travaux publics. Quand on voit à la fédération professionnelle, on cherche à féminiser la fédération. Aujourd'hui, ça reste dans une évolution assez douce, je dirais. Et donc, je pense qu'il y a besoin un petit peu d'accélérer aussi sur cette question de représentativité des femmes plus largement. À vous écouter, j'entends qu'au-delà de votre job de dirigeante d'entreprise et les engagements dont vous nous avez fait part au début de l'émission sur les sujets que vous voulez développer dans votre entreprise, vous êtes quand même très engagé aussi naturellement dans la fédération, dans plein d'instances qui ont sens pour vous. Ça veut dire, concrètement, je vais me dire, mais comment vous faites? Parce que vous nous avez dit que vous avez 2 jeunes enfants, vous venez de prendre la tête d'une grosse entreprise, il faut être présent partout. Les journées ne font que 24 heures. Vous faites comment? Vous dormez pas? Non, alors je dors et j'ai la chance d'avoir un très bon sommeil. Ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Mais oui, je dors très bien et je m'endors très rapidement. Ça, c'est la première chose. Après, effectivement, c'est beaucoup d'organisation. Je pense que c'est assez classique, mais effectivement, il faut un peu être aidé à titre personnel. D'accord. À la fois dans l'aide qu'on peut avoir, familiale ou autre. Et puis, effectivement, moi, j'ai aussi un mari qui a été très engagé auprès de ses enfants au sein de son parcours. Et on a eu différentes phases où, il y a des moments où il a été très présent parce que j'étais très prise. Il y a des phases, là, aujourd'hui, il lance son entreprise. Et c'est aussi à moi d'être plus présente sur certains moments. Donc, c'est trouver cet équilibre-là familial. Beaucoup d'organisation, beaucoup d'anticipation, avoir plein de solutions de backup, on va dire, à droite, à gauche. Et puis aussi, à titre professionnel, moi, j'ai souhaité aussi un petit peu étoffer l'équipe autour de moi sans en faire trop non plus. Mais c'est vrai qu'avant, je n'avais pas d'assistante dédiée. Là, j'ai une assistante dédiée parce que l'enjeu de l'agenda était hyper important, était crucial. J'ai aussi pris un poste de chef de mission qui permet de pousser un certain nombre de sujets transversaux que je pouvais pas prendre directement parce qu'on a aussi une organisation au sein de Serfim qui est très décentralisée. D'accord. De manière extrêmement volontaire. Mais du coup, ça pose des sujets quand on veut porter une ambition forte en matière de sécurité ou de transition environnementale. Donc beaucoup d'organisation, d'anticipation. Effectivement, c'est vrai que je consacre
bien une bonne heure à faire le plan plutôt le week-end. Bon, ça, c'est pas non plus un gros... j'essaye de peu travailler le week-end, hein, mais je prends une heure sur, par contre, l'organisation de ma semaine de manière plus administrative pour avoir les bons rendez-vous. Donc, je pense qu'il faut beaucoup anticiper aussi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous poser comme question ? Si, concrètement, quel frein vous voyez au fait que les femmes s'engagent moins dans le débat public ? Parce que, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, alors c'est peut-être particulier aussi à votre secteur d'activité, il y a moins de femmes, mais on l'observe, elles sont moins visibles dans l'espace public. Vous pensez que c'est dû à quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont un petit peu en retrait, les femmes ? Alors, aujourd'hui, très concrètement, à des postes de direction, il reste le fait qu'il y ait quand même moins de femmes. Donc, statistiquement, voilà, c'est un enjeu. Je pense qu'il y a ce sujet de vouloir peut-être un peu être pertinente, avoir une communication alignée et on va choisir les sujets un peu en fonction, donc forcément un peu de ses compétences, son appétence. Alors je ne dis pas que c'est nécessairement pas le cas pour les hommes, mais c'est vrai que ça peut être un des biais qui peut limiter. On se limite dans le champ de ce qu'on veut exprimer. Peut-être qu'on peut un peu se limiter. Ceci étant dit, je pense qu'on arrive à avoir de plus en plus de femmes dans l'espace public et je pense qu'elles sont aussi à l'écoute et on le voit sur les hommes aussi, mais se faire coacher en matière de coaching média, ça c'est des choses aussi qui sont importantes, pour moi à titre personnel, mais je pense plus largement. Après, je vois pas de raison en tant que telle d'avoir des freins. Je pense qu'on a des femmes extrêmement compétentes dans tous les secteurs d'activité. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là parce que j'ai aussi la chance d'avoir une petite fille et un petit garçon. Ouais. Et par exemple, je réfléchis à comment on pourrait, justement, au-delà des freins, essayer de booster cette question à des femmes dans le débat public. Et forcément, je pense qu'il ne faut pas forcément faire de différence entre les petites filles et les petits garçons. Mais par exemple, d'aller pousser les jeunes enfants, encourager, voire institutionnaliser à l'école d'avoir du théâtre. Je pense que ça peut être assez important pour justement avoir cette aisance dans la prise de parole à l'oral ou encore avoir des... Attendez, parce que là, vous nous donnez votre baguette magique de tout à l'heure. Attendez, vous allez trop vite. Non, mais je veux dire, vous, à l'aune de ce que vous observez, est-ce que dans votre entreprise, vous sentez que, je sais pas, les femmes, elles sont plus dures à convaincre de prendre une promotion ? Est-ce qu'il faut les convaincre, d'ailleurs, de passer le cran du dessus ? Ou est-ce que non, c'est pas en ces termes que ça se pose ? Alors, non, je pense pas forcément. Après, effectivement, on va dire qu'il peut avoir... un petit peu, elles veulent attendre le bon timing. Donc, effectivement, il y a un peu de discussion à avoir avec elles. Moi, j'essaye d'avoir un discours justement très transparent, essayer de discuter des prochaines étapes. Je pense qu'il faut un petit peu, effectivement, les encourager. Après, effectivement, apprendre des postes ou apprendre la parole aussi. Après, sur les prises de parole, c'est aussi les hommes et les femmes qui se posent des limites. Je le vois, j'ai beaucoup pris la parole, notamment pour, en fait, aussi dans une logique de transition, montrer ma parole, ma vision de l'entreprise. Aujourd'hui, et c'était déjà le cas, mais j'essaye de beaucoup pousser à un certain nombre de collaborateurs et collaboratrices à prendre la parole sur leur thématique ou sur des événements internes. Et en fait, j'ai pu avoir des réticences, que ce soit d'hommes ou de femmes, mais en tout cas, assez justement leur donner les clés. Ouais. Je le crois, comme beaucoup d'autres sujets, sur la sécurité, on en parle beaucoup, sur comment on forme nos équipes en fait à cet enjeu de la culture sécurité et comment ça les fait grandir plus largement. Je pense que c'est pareil sur la prise de parole. Il faut par exemple leur donner la confiance, la formation et pour pouvoir prendre la parole. Et au même titre qu'il faut pouvoir les accompagner pour aller prendre une promotion sur leurs différents, on va dire, sujets. On parlait aussi de ce qui pouvait effectivement, qui est aux femmes. Donc, il y a cette question de la confiance qui, pour moi, doit être importante et les femmes doivent aussi se pousser à avoir plus confiance en elles, à être elles-mêmes pleinement dans tout ce qu'elles vont, à poser les bonnes questions pour justement, parfois il y a cette question de comprendre un petit peu les codes d'un secteur d'activité, mais d'être curieuse et je pense qu'il peut avoir beaucoup de bienveillance malgré tout d'hommes et de femmes qui peuvent vraiment avoir envie d'aider. Et puis se former sur là où on peut avoir
avoir des lacunes, des envies par rapport à un poste donné. Alors moi, je pense que c'est assez spécifique. Je pense que pas forcément qu'il y ait de différence entre les femmes et les hommes, mais cette question, on parlait du fait sur les sujets plutôt finance. Je pense que c'est important de se former quand on voit qu'on a un petit peu... après, même pour la dépendance des femmes plus largement, qui ont une tendance à un petit peu à se tourner vers les hommes, au sein du foyer là-dessus, de se dire, c'est important de maîtriser les enjeux, de maîtriser sa situation personnelle. Alors évidemment, dans un couple, forcément, on se répartit aussi parfois les tâches, c'est aussi normal. Mais voilà, aussi à titre personnel, pour son indépendance, se poser les bonnes questions, et puis aussi au sein de l'entreprise, en cherchant toujours à se former sur les différents sujets qui peuvent un peu nous manquer. Et alors, Alexandra, dernière question de l'émission. Justement, on revient à la baguette magique. Si vous étiez en responsabilité, si demain on vous nommait ministre de l'égalité femmes-hommes, par exemple, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes soient plus présentes, soient plus visibles dans l'espace public ? Vous parlez des enfants, de cours de théâtre, d'expression. C'est quoi votre feuille de route ? Alors oui, j'allais trop vite, mais moi, globalement, l'idée, c'est de permettre aux femmes d'être elles-mêmes, d'oser, globalement. Et je fais ce parallèle avec cette question de la prise de parole en public, mais évidemment, il y a plein d'autres sujets, mais c'est en fait aussi pouvoir verbaliser, poser les questions et puis être présente. Donc effectivement, moi, je m'intéresse, ayant justement une petite fille, un petit garçon, et même si je ne veux pas faire du coup au maximum de différence. Après, pour moi, on va dire que l'enjeu de l'égalité femmes-hommes, c'est pas ne pas aimer le rose pour une petite fille. C'est un petit peu plus large. C'est que tout soit possible pour tout le monde, évidemment. Ma fille s'appelle Rose, d'ailleurs. Mais par contre, effectivement, je me dis, la baguette magique, c'est peut-être de se dire des cours de théâtre imposés à l'école, pour permettre en fait à chacun de prendre la parole et d'être plus à l'aise. Et puis aussi dans un contexte anglo-saxon, j'ai beaucoup vu ces initiatives de débat, en fait, ces clubs de débat, en fait, qui permettent justement d'argumenter. Alors plutôt à un niveau universitaire, mais on se dit que peut-être à l'école, même dès la primaire, sur des thématiques évidemment plus légères que des choses, parce que les enfants doivent aussi rester des enfants, on peut essayer d'encourager ces clubs de débat, ces sujets de débat au sein de l'école, probablement dès la primaire et en tout cas au collège, pour encourager en fait chacun à définir un peu son raisonnement et puis à assumer en fait sa vision et ses idées. Très bien, écoutez, merci beaucoup Alexandra d'avoir pris le temps ce matin de prendre ce Café des Lyonnes avec nous. Je suis persuadée que ça aura passionné nos membres, nos Lyonnes. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous.